BFM Business, BFM Crypto, le club. Chaque jour vers 16h35, notre club BFM Crypto. Valentin Demey, bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Vient de nous rejoindre, bienvenue, journaliste pour Cryptost. Marc Zeller aussi pour AAV vient de nous rejoindre. Bonjour Marc. C'est votre grande première, on va allumer votre micro d'ailleurs, c'est votre grande première sur BFM Business. Vous êtes un des pionniers et leaders dans cet univers de la finance décentralisée, une grande référence française en l'occurrence. On est ravis de vous accueillir. Vous nous direz comment le merge d'Ethereum, son passage en Proof of Stake, alors va impacter AAV, comment vous vous y préparez et comment ce merge impactera beaucoup plus globalement la finance décentralisée. On est curieux de connaître votre vision là-dessus. Et puis il nous accompagne aussi à distance Laurent Pignot, analyste pour Zone Bourse. Bonjour Laurent. Oui, bonjour. On est ravis de vous retrouver également en direct. Laurent, le Bitcoin chute et est repassé sous les 19 000 $. Le Bitcoin, on est actuellement à 18 927 $ précisément. Faut-il craindre d'aller vers les plus bas qu'on avait connus cet été autour des 17 500 ? Faut-il même craindre, pourquoi pas, d'enfoncer ce plus bas de 17 500 $ désormais ? Alors oui, effectivement, le Bitcoin est passé sous ce seuil des 19 000 $ et se rapproche, comme vous le disiez, dangereusement des plus bas annuels que nous avons connus durant l'été, donc autour des 17 500 $. Alors ce scénario à court terme invalide totalement la belle reprise que nous avions eue entre le 14 juillet et le 15 août, lorsque le Bitcoin avait rebondi au niveau des 25 000 $. Bon, alors il faut dire que le contexte macroéconomique morose que nous avons actuellement n'aide pas forcément les actifs risqués à performer, avec un dollar finalement qui se renforce, une inflation qui est toujours hors de contrôle et une hausse de taux qui s'accélère un peu partout dans le monde finalement. Et en plus, maintenant en Europe, on a la crise énergétique qui se profile doucement, ce qui assombrit forcément un petit peu plus les perspectives économiques. Donc on peut dire que finalement les conditions ne sont pas réunies pour relancer durablement le Bitcoin. Alors techniquement, quel niveau surveiller ? Alors bien évidemment, ça va être cette zone assez large des 17 500, 20 000 $ qui a fait support et où on retrouve des murs acheteurs assez costauds sur cette zone d'accumulation que tout le monde a bien vu. Il s'agit du sommet du marché haussier de 2017. Mais comme je le disais, le contexte macroéconomique pourrait rendre un petit peu insuffisante la force acheteuse pour absorber la pression baissière que nous connaissons depuis de nombreux mois. Donc attention à court terme, notamment avec le calendrier des banques centrales qui est bien fourni dans les prochains jours. Donc voilà, nous restons bien ancrés dans la tendance baissière à court terme. Il va falloir, donc si nous restons autour des zones actuelles, de redépasser les 25 000 $ assez fortement, massivement. Et puis personnellement, ce que j'attends dans une tendance long terme, ça serait repasser les 30 000 $. Donc nous en sommes loin pour renverser cette tendance baissière que nous connaissons depuis novembre. Donc voilà, pour l'instant, nous sommes toujours dans cette dynamique baissière à court terme. Et si ces supports lâchent autour entre 17 500 et 20 000 $, on pourrait repartir sur les 14 000 $, qui est le prochain support assez important entre ces deux niveaux. L'Ether, quand même, surperforme depuis maintenant quelques semaines. Il gravite autour des 1 500 $. Il semble, en ce moment, mieux résister que le Bitcoin. Quel niveau de prix surveiller pour l'avenir, pour ces prochains jours sur l'Ether, Laurent ? Alors oui, effectivement, avec l'Ether et ce fameux merge qui arrive dans la semaine prochaine, le ETH résiste mieux que le Bitcoin en cédant 4% depuis le début de la semaine contre 6% pour le Bitcoin. Et on a donc une dominance de l'Ether contre le Bitcoin sur la paire ETH-BTC. Donc des mouvements qui s'expliquent effectivement en bonne partie, comme je le disais, à l'approche de The Merge, cette fameuse fusion d'Ethereum et de toutes finalement les spéculations qui l'entourent. Alors techniquement sur l'Ether, donc il gravite autour de ce support un peu large, des 1400, 1500 $. Il est au-dessus des 1500 $ actuellement. Donc il faudrait repasser durablement et massivement au-dessus des 1800 $ dans un premier temps pour renverser cette tendance baissière à court terme. Et comme je le disais, il faut résister sur ce support des 1400, 1500 $. Sinon, nous pourrions repartir sur ce fameux seuil psychologique des 1000 $ que nous avions connu. Donc voilà, pour l'instant, il va falloir être patient, pas être trop euphorique en attendant à court terme ce fameux merge. Et puis voilà, bien évidemment en arrière-plan, comme pour le Bitcoin, avoir peut-être un contexte macroéconomique un petit peu plus favorable pour relancer la dynamique à long terme sur le marché des crypto-monnaies globalement et sur l'Ether. Merci beaucoup Laurent. Laurent Pignot, analyste pour Zone Bourse avec nous aujourd'hui. Marc Zeller nous accompagne pour AAV, 10 milliards de $ déposés dans le protocole, ce qui fait de vous la première application de la finance décentralisée, on est d'accord ? On est le premier protocole de liquidité, effectivement. Bon, alors on verra ensemble dans un instant ce que ce fameux merge dont on parle de plus en plus impliquera pour vous, AAV, mais aussi pour l'ensemble de l'écosystème et pour la finance décentralisée. D'abord, AAV, on est sur BFM Business, c'est votre grande première sur notre antenne, tout le monde ne connaît pas encore. C'est quoi AAV ? À quoi servez-vous, Marc Zeller ?
Alors, AV, c'est un protocole de liquidité, ce qui permet à tout à chacun en désintermédiation, et c'est l'intérêt de la blockchain, de déposer ou d'emprunter des actifs dans ce protocole qui est un smart contract sur la blockchain Ethereum, mais aussi sur d'autres réseaux, puisque à partir de l'année 2021, on s'est étendu à d'autres blockchains, ce qui permet, sans intermédiaire, sans banque, sans friction, c'est un samedi à 3h du matin si on a envie de le faire, d'avoir accès à des actifs, d'avoir accès à un rendement ou d'avoir accès à des liquidités de manière décentralisée. Donc c'est une forme d'alternative au paiement via le système bancaire que vous proposez ? Alors c'est une alternative au système traditionnel. Je dirais aussi c'est un complément, puisqu'on va pouvoir toucher des cas d'usage qui n'existent pas ou qui sont avec énormément de friction dans le monde traditionnel. Par exemple, juste pour illustrer, pour que les choses soient bien concrètes pour chacun et que chacun prenne conscience de la chance qu'on a de recevoir Marc Zeller aujourd'hui sur BFM. Comme je l'ai dit il y a quelques secondes, si il me prend un samedi à 3h du matin, 1er janvier, l'envie d'avoir quelques liquidités, je peux aller sur AV, en 2 clics, ce sera fait. Et aussi, je n'ai aucune entreprise intermédiaire à rémunérer dans la question, donc pas de paperasse, pas de complications, etc. On est dans un modèle nouveau où les acteurs sont les plus libres possibles et les plus efficaces possibles. Ce qui fait que théorie et qui s'applique sur les différentes années d'AV, on a des rendements qui sont en moyenne plus élevés et un coût de la liquidité qui sont en moyenne moins élevés. Voilà, alors vous venez de décrire la finance décentralisée aussi. AAV emploie un protocole que Valentin Demey pour Cryptos, qui nous accompagne aussi, Valentin, va nous décrire. Quels sont les avantages d'AAV dans cet univers, pour cet univers de la finance décentralisée ? Les avantages et aussi, Valentin, les inconvénients. On imagine que la perfection n'est toujours pas de ce monde. Mais je pense que déjà, effectivement, AAV incarne un des cas d'utilisation important de la blockchain parce que ça fait partie des choses qu'on nous reproche souvent. À quoi vous servez ? Vous êtes de la spéculation et vous consommez de l'énergie. Il y a un des acteurs que représente Marc qui est AAV, qui incarne l'utilité, qui est cette branche de la finance décentralisée. Et ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire qu'effectivement, je peux m'amuser à faire un prêt un jour férié, mais je peux aussi mettre mes actifs à disposition de d'autres et de toucher un rendement qui est de fait supérieur à ce qu'on peut avoir dans la finance traditionnelle parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire notamment. Mais Marc en parlera davantage tout à l'heure. Donc, cette facilité d'utilisation dès l'instant où on est un petit peu dans la crypto-monnaie, où j'ai des Ethers, j'ai des Bitcoins, on va parler du merge dans quelques instants. Donc, j'ai quelques Ethers. Avant d'en avoir 32 et de pouvoir devenir validateur, et on comprendra dans quelques secondes avec Amaury également tous les enjeux, eh bien je peux les déposer sur AAV pour toucher un rendement. Donc cas d'utilisation concret, ça c'est un des gros avantages. Avantage qui, d'un point de vue concurrentiel, bat Compound, qui est la deuxième application qui fait les choses à peu près similaires d'AAV, qui a beaucoup moins de dollars sur son protocole. Parce que vous en avez 10 milliards, on le rappelle. Ouais, 10 milliards sur AAV, Compound au moins 2 fois moins, si ce n'est plus bas, parce qu'il y a moins d'échanges avec la communauté. AAV a cette force justement de représenter la communauté le plus fidèlement possible, et c'est tout ce qui fait leur force. Et sur les inconvénients, eh bien, on pourrait essayer d'en trouver ensemble, mais ce qui est certain, c'est qu'aujourd'hui, ils incarnent aussi le monde financier traditionnel qu'ils essayent d'aborder d'une autre manière. Et là où certains essaient de tourner le dos à la finance traditionnelle, je pense que AAV, avec AAV Arc, qui est leur version plutôt institutionnelle, ils arrivent aussi à s'adresser à ce marché-là, qu'à des liquidités, qu'à de la tokenisation, pour essayer de les faire venir dans ce monde-là. Donc, venir le monde centralisé dans le monde décentralisé, c'est un peu ça l'idée aussi. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que laissons le code informatique rester binaire et abordons le monde tel qu'il est dans toute sa complexité. Et il existe différents acteurs qui ont différents besoins et du coup, c'est tout à fait naturel que AV propose différents protocole de liquidité pour ces différents acteurs. Donc AV Arc est plus pour les institutions, où il va y avoir tout un système de conformité, de mise en conformité, et AV que la plupart des gens utilisent est ce qu'on appelle permissionless, donc sans permission, où tout à chacun peut interagir. Vous acceptez d'affronter toutes les difficultés du monde et d'en épouser tous les acteurs. C'est aussi ça l'idée. Bon, vous allez nous dire comment vous vous préparez au merge donc d'Ethereum, la grande affaire des
prochains jours, qui va peut-être impacter vos process chez AV et impacter plus globalement l'ensemble de la finance décentralisée. Juste avant, c'est quoi le merge? C'est la question du jour. Amaury Tonquédec, y arrive. Amaury de Tonquédec nous rejoint. L'expresso du jour, l'explication express d'Amaury. Salut Amaury et bienvenue en plateau. Ce merge d'Ethereum, donc ce sera le passage du Proof of Work au Proof of Stake et vous allez nous en dire plus sur ces deux méthodes de consensus. On va aussi les comparer. D'abord, c'est quoi, Amaury, un consensus? Salut Guillaume, bonjour à tous. Alors, un consensus, c'est simplement un accord sur un réseau blockchain qui sert à le valider et à le sécuriser. Pour imager, c'est un peu comme si une blockchain était une banque et que le consensus servirait à empêcher que des attaques qui viendraient de l'extérieur et en même temps d'authentifier et de valider les échanges entre les personnes au sein de cette banque. En parlant d'échanges, ça va permettre d'éviter notamment les doubles dépenses. Pour faire simple, une double dépense, c'est utiliser 2 fois les mêmes fonds pour effectuer 2 paiements différents. Ce qui fait qu'à la fin, il y a un ou plusieurs destinataires qui ne seront pas payés. Dans le monde physique, on n'a pas vraiment ce problème. Par exemple, Guillaume, si je vous dois 10 €, je vous donne un billet de 10 € et vous n'avez qu'à vous assurer qu'il est bien dans votre poche et que ce n'est pas un faux. Par contre, dans les cryptos, c'est plus compliqué de prouver que le Bitcoin que je vous ai donné est bien à vous. Grâce au consensus, vous êtes certain que le Bitcoin que je vous dois, je l'ai bien au départ, et puis que vous allez bien le recevoir. Mais l'ensemble des participants présents sur un réseau ne se connaissent pas. Donc, pour valider des transactions, il faut qu'ils arrivent à se mettre d'accord et que ce soit économiquement intéressant d'être honnête sur le réseau. Et pour ça, on a 2 principaux mécanismes de consensus blockchain qui existent dans le monde des cryptos. Il y a le proof of work, autrement dit preuve de travail ou minage, et le proof of stake, autrement dit preuve d'enjeu ou stacking. Bon, on peut démarrer peut-être par le plus connu à ce stade, par le grand public, le proof of work. Qu'est-ce qu'on peut en dire de ce protocole? Oui, en fait, c'est le plus ancien des protocoles de consensus blockchain. C'est Bitcoin qui est la première crypto à l'utiliser et donc à le démocratiser. C'est le mécanisme qu'utilise aussi à la base Ethereum, encore un instant où on se parle, et pour une semaine encore. Pour ceux qui font fonctionner ce consensus, ça va être les mineurs. Pour simplifier, les mineurs sont ceux qui utilisent des ordinateurs très puissants pour résoudre des calculs complexes, pour sécuriser le réseau. Avant, on pouvait miner du Bitcoin chez soi avec un ordinateur classique. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Il faut des machines beaucoup plus puissantes. En contrepartie de ce travail, les mineurs sont récompensés. C'est 6,25 Bitcoin par bloc, soit toutes les 10 minutes. Voilà, le proof of work. Est-ce qu'on peut dresser le portrait robot, cette fois, du proof of stake vers lequel Ethereum va migrer la semaine prochaine? Oui, donc la preuve d'enjeu et pas besoin de puissance de calcul pour sécuriser le réseau. Ça nécessite un matériel beaucoup moins spécialisé et peu énergivore comparé aux ASIC, qui sont les machines de minage. Pour la preuve d'enjeu, il suffit simplement de posséder un minimum de tokens du projet en question, par exemple 32 Ethers minimum pour être validateur sur la blockchain Ethereum, et de les confier pendant une certaine durée à la blockchain correspondante. Ces personnes-là ne sont pas des mineurs, mais des validateurs. Quel est l'intérêt pour les validateurs de bloquer des tokens de la blockchain en question? Parce qu'en immobilisant des tokens sur la blockchain pour participer à ces sécurisations, on va recevoir en récompense des tokens de la blockchain en question. La quantité de tokens reçus sera proportionnelle à la quantité confiée à la blockchain. Et si on est validateur, on n'a pas intérêt à être malhonnête, car on risquerait de perdre notre stake, qui est la valeur à l'instant T des tokens qu'on aura immobilisés sur le réseau. Alors maintenant qu'on a compris comment ces 2 mécanismes de consensus fonctionnent, le proof of work et le proof of stake, est-ce qu'il y en a un meilleur que l'autre, tout simplement? C'est le grand débat. En réalité, chaque mécanisme de consensus a ses avantages et ses inconvénients. Marc Zeller sourire. Allez-y, Amaury, allez-y. Par exemple, le protocole de preuve de travail est le plus sécurisé, mais il est beaucoup plus énergivore que celui de la preuve d'enjeu. Donc c'est une bonne chose pour l'écosystème crypto, ce passage d'Ethereum de la preuve de travail à la preuve d'enjeu, c'est une bonne chose, c'est du positif, c'est du plus. En tout cas, d'après la fondation Ethereum, Ethereum consommera 99 fois moins d'énergie après The Merge. Et la consommation d'énergie, c'est le genre de sujet qui défraie la chronique. On l'a encore vu ces derniers jours, notamment avec la polémique sur le mode de transport des joueurs du PSG. Donc oui, le passage à la preuve d'enjeu d'Ethereum est une bonne chose pour l'écosystème crypto, en tout cas pour son image. Ça pourrait même attirer de nouveaux investisseurs institutionnels qui n'osaient pas jusqu'à présent sauter le pas. Mais je précise quand même qu'en ce qui concerne la preuve de travail, les défenseurs du minage affirment que la plupart de l'électricité utilisée serait constituée d'un surplus de production électrique,
et que le minage a vocation à devenir de plus en plus vert. De toute manière, avec l'augmentation des prix de l'énergie, ça va être de plus en plus compliqué de miner avec autre chose que de l'énergie renouvelable. Amaury de Tonquédec et sa certification nécessaire à quelques jours du merge d'Ethereum, Proof of Work contre Proof of Stake, c'est le grand débat dans l'univers crypto en ce moment. Marc, donc on vous voyait sourire, il y en a un meilleur que l'autre d'ailleurs à vos yeux? J'ai des chiffres concrets, si ça intéresse ceux qui nous écoutent et ceux qui nous regardent. La preuve de travail sur Ethereum, c'est des cartes graphiques, la plupart du temps, comme sur les ordinateurs pour jouer aux jeux vidéo, etc. Une carte graphique, c'est entre 350 et 450 watts, et il en faut une demi-douzaine pour espérer miner quoi que ce soit. C'est l'équivalent de faire tourner un micro-ondes à fond à 24 heures sur 24. Un nœud validateur de staking Ethereum, j'en ai un, c'est 30 watts. Donc si vous faites un café en train de nous regarder ou vous faites un thé, vous avez consommé plus d'énergie que plusieurs heures d'un nœud validateur. On n'est plus du tout dans les mêmes échelles. Et tous ceux qui sont un petit peu critiques de la crypto sur les questions de l'empreinte carbone qui sont légitimes, eh ben, ils ont une semaine pour trouver d'autres arguments. Oui, mais on pourrait vous rétorquer que le Proof of Work, lorsqu'il utilise de l'électricité verte pour miner, c'est pas si mal que ça, d'autant plus que ça peut apporter de l'argent justement à ces acteurs verts qui, cet argent pourrait être utilisé pour développer de nouveaux réseaux en Afrique, etc. etc. C'est tout à fait correct. Et j'appelle de mes voeux que d'un point de vue de l'infrastructure, il y ait plus de développement en ce sens et qu'on des acteurs, notamment comme la France, puissent investir sur ces questions. Est-ce que le merge d'Ethereum est bien parti? On a franchi une première étape, là, ces dernières heures, il y en aura une deuxième très vite. Cette première étape a-t-elle été franchie avec succès par Ethereum en route vers le merge? Alors, c'est un succès complet. C'était hier, ça s'appelait Bellatrix, le nom de cette mise à jour technique. Et c'est une mise à jour extrêmement importante puisque on a scellé le sort des mineurs, donc du Proof of Work sur Ethereum. Avec cette mise à jour, le Proof of Work va s'arrêter dans une semaine. Et succès total. La plupart des nœuds validateurs avaient mis à jour leur copie du registre distribué de la blockchain, le fameux logiciel Ethereum. Et maintenant, ceux qui font tourner ce logiciel ont un petit message « Ready for merge », prêt pour le merge. On est prêt pour la semaine prochaine. Donc, la première étape a été réalisée avec succès. La deuxième à venir s'appelle Paris. Paris, c'est ça? Exactement. Pourquoi Paris? C'est un lien avec Paris, la capitale, ou rien à voir? C'est un lien, en fait, il y a eu plusieurs, dans l'histoire d'Ethereum, ils aiment bien donner des noms, donc on a eu Constantinople, Istanbul, etc., London prochainement, etc. Bon. C'est lié à des conférences oui, tout simplement. Comment AAV, donc on rappelle, AAV, Marc Zeller, vous êtes fondateur d'AAV, cofondateur? Non. Développeur? Je suis le responsable des relations développeurs. Voilà, des relations développeurs. Bon, vous êtes au cœur de cette infrastructure que AAV met en place, au cœur de la finance décentralisée. Première application de la finance décentralisée avec, on le disait, 10 milliards de dollars déposés dans le protocole Ethereum. Comment est-ce qu'AAV se prépare à ce changement, ce passage au Proof of Stake? Alors, ce qui est intéressant dans la finance décentralisée, c'est qu'elle est décentralisée. C'est-à-dire que je n'ai pas un bouton magique quelque part sur mon bureau pour implémenter des changements du protocole AAV. Toute personne qui possède le jeton AAV peut avoir une influence et voter pour l'évolution du protocole. Donc, lorsqu'il y a des changements majeurs comme le merge qu'il faut préparer, ça nécessite d'avoir des discussions bien en amont dans la communauté. Il existe des forums de gouvernance et des lieux de gouvernance qui sont tout à fait ouverts à tous et des votes qui s'organisent parce que AAV est une DAO, une organisation décentralisée autonome. Et donc un vote a eu lieu qui s'est finalisé dans les jours précédents pour minimiser le risque. La communauté AAV a choisi la voie la plus sûre et ne plus permettre sur le protocole AAV d'emprunter des Ethereum afin que s'il y a le moindre problème pendant ce merge, cette mise à jour, les fonds des utilisateurs soient les plus sécurisés possible. Vous disiez donc la communauté a voté en faveur de cette migration, mise en pause. Voilà, cette mise en pause. En effet, et vous avez utilisé cette expression, c'est la voie la plus sûre. C'est en effet la voie la plus sûre, Valentin. Est-ce que vous-même, en tant que journaliste, vous pouvez aujourd'hui oser prendre position dans le débat qui oppose à ce stade les amateurs, les adeptes, les usagers du Proof of Work et du Proof of Stake?
Alors sur la voie la plus sûre, effectivement, quand on décide de faire moins de choses, on a moins de risques. C'est d'ailleurs tout le débat des gens qui souhaitent surfer sur sur ce changement. Il y en a qui pensent pouvoir faire beaucoup d'argent parce que peut-être comme il y aura une séparation des blockchains, alors il y aura une multiplication de la valeur sur les deux. Effectivement, la communauté, et Guillaume d'ailleurs, vous me demandiez tout à l'heure des inconvénients, les choses sur lesquelles on peut réfléchir sur l'engagement de ceux qui ont le token AV, c'est de voir comment de plus en plus de personnes qui le détiennent aillent voter sur ces propositions parce que effectivement c'est décentralisé, mais c'est comme dans la démocratie traditionnelle, peu de gens finalement vont dans les urnes. Mais si c'est le choix de la communauté, alors Marc n'a pas d'autre choix que de le regarder et de le contempler, et effectivement il est directement implémenté. Il n'y a pas de bulletin blanc. On peut s'abstenir. Ah si, oui. On peut s'abstenir et c'est pris en compte. Une nouvelle différence entre les deux. Mais en tout cas, effectivement, moi, ce que je conseille, c'est de faire très attention sur cette... alors, pas forcément sur le côté faut-il choisir le proof of stake ou le proof of work, mais que ceux qui pensent pouvoir utiliser ce qu'on appelle en fait un fork, puisque c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire que la blockchain va se diviser en deux, penser que l'une des deux, qui est l'ancienne, qui est le proof of work, continue d'exister pour générer de la valeur, ferait attention de ne pas se brûler les doigts, parce qu'effectivement, il se fera très chaud au moment du merge, et le mieux, c'est de le regarder et d'essayer de pousser dans le sens de l'écosystème qui, depuis très longtemps, a décidé de passer sur le proof of stake, et il faut l'entendre. Et Marc, vous nous disiez, le passage au proof of stake est une bonne nouvelle aussi d'un point de vue consommation d'énergie pour l'univers crypto et pour la finance décentralisée. Vous pensez que cet argument-là, d'ailleurs, pourrait attirer de nouveaux investisseurs justement vers cette finance décentralisée grâce au proof of stake donc et au merge d'Ethereum? Moi je pense, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est une vision commune lorsqu'on rencontre les investisseurs, et surtout AV Arc est un produit lié aux institutions, donc on a une ligne de communication avec beaucoup d'acteurs et beaucoup de ces acteurs-là sont aujourd'hui frileux de rentrer sur le marché des cryptoactifs pour ces raisons d'empreinte écologique. Dans une semaine, on est sur un autre débat. Bon, à vos yeux, puis d'autres, au contraire, adeptes du proof of work, vous diront non, mais attendez, c'est en train de se verdir quand même le proof of work. Bref, le débat se poursuit, bien évidemment. Un dernier mot juste, vous lancez votre stablecoin, encore un stablecoin dollar, c'est ça? Il y en a déjà plein. Pourquoi est-ce que AAV lance son propre stablecoin dollar, Marc Zeller? Je suis un partisan de la décentralisation, donc ça ne choquera personne que la diversité des offres de stablecoin décentralisés est quelque chose de souhaitable à mes yeux. Et je pense que plus il y a de l'alternative décentralisée pour des stablecoins, qui sont des actifs qui sont intéressants pour les investisseurs, puisqu'on parle d'actifs non spéculatifs. A priori, si on achète un USDC, on ne va pas devenir riche du jour au lendemain. On a une diversité, plus de résilience, et c'est la vision de l'écosystème. Bon. Offrir des options aux investisseurs. Il sera dispo quand ce stablecoin? Vous avez une date? On connaît la date du merge. Est-ce qu'on connaît la date Est-ce qu'on peut aujourd'hui découvrir, enfin avoir en exclusivité sur BFM Business la date de la mise à disposition de ce nouveau stablecoin dollar AAV? Puisqu'AV est une DAO, une organisation décentralisée il va falloir voter. Il n'y a pas de bouton sur mon bureau pour déployer le stablecoin Go. Il y aura un vote. Ce vote est public sur la blockchain, auditable. C'est la vision de l'écosystème. Même pas drôle. Merci beaucoup à tous les trois de nous avoir accompagnés cet après-midi. Marc Zeller, AAV, donc, merci de nous avoir accompagné à quelques jours du merge. C'est Valentin Demey aussi pour Cryptos qui était à nos côtés. Merci Valentin. Merci Guillaume. Et Amaury de Tonquédec, bien sûr, l'Expresso Crypto, c'est chaque mercredi les réponses aux questions qu'on peut se poser dans cet univers crypto quand on n'en est pas encore un spécialiste. Dans un instant, les marchés, la séance du jour en direct. On se retrouve juste après la pause. À tout de suite. BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.